le collègue bavard. Je m'appelle Julien et je travaille depuis plusieurs années dans un bureau au centre-ville. Mon travail est simple. Je dois vérifier les documents, répondre aux emails et organiser les fichiers. Ce n'est pas un travail compliqué, mais il demande de la concentration et de la patience. Chaque matin, j'arrive à 8 heures, je prépare mon ordinateur et je me fais un café avant que les autres collègues n'arrivent. Tout allait bien jusqu'au jour où un nouveau collègue est arrivé dans notre service. Il s'appelait Marc, un homme très sympathique, mais avec une particularité qui allait changer mes journées. Il parlait tout le temps. Même lorsque ce n'était pas nécessaire, il racontait des histoires, posait des questions et commentait chaque détail autour de lui. Au début, j'essayais de sourire et de l'écouter poliment, mais rapidement, j'ai senti que ma concentration était perturbée. Un matin, alors que je devais préparer un rapport important pour mon chef, Marc est arrivé à mon bureau avec son grand sourire et a commencé à parler de son week-end. Il racontait en détail comment il était allé au marché, comment il avait choisi des fruits, comment le vendeur lui avait proposé 1 kilo de pommes pour le prix de 5. Chaque phrase était longue, remplie de détails inutiles, et pourtant, il semblait totalement concentré sur son récit, comme si le monde entier devait l'écouter. J'ai essayé de rester poli et de hocher la tête, mais mon esprit revenait sans cesse au rapport que je devais finir. Plus il parlait, plus je sentais mon impatience grandir. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa manière de raconter les choses qui était captivante. Même si ses histoires semblaient longues et parfois répétitives, elles regorgeaient de détails et d'émotions, comme si chaque événement, aussi banal soit-il, possédait une valeur importante pour lui. Un jour, alors que je travaillais sur un dossier urgent, Marc s'est approché de moi avec un autre collègue et a commencé à raconter une anecdote sur un projet qu'il avait fait dans son ancien travail. Il expliquait tout, de la couleur du bureau au bruit des photocopieurs, au nom des collègues avec qui il avait discuté. J'ai soupiré intérieurement, mais en l'écoutant, j'ai compris quelque chose d'important. Pour lui, parler était une façon de partager son monde et de se connecter avec les autres. Même si je devais parfois lever les yeux au ciel et respirer profondément pour garder mon calme, j'ai commencé à trouver dans ses récits un certain charme. Il avait la capacité de transformer des événements simples en histoires vivantes et amusantes, et parfois, j'avais l'impression que je pouvais presque voir ce qu'il décrivait dans ma tête. Ce jour-là, j'ai décidé de changer ma façon de réagir. Au lieu de me concentrer sur mon irritation, j'ai écouté attentivement et j'ai commencé à poser des questions. À ma grande surprise, il a souri et ses histoires sont devenues un peu plus courtes et plus intéressantes. Les semaines suivantes, j'ai appris à mieux connaître Marc et à accepter sa manière de communiquer. Même si je devais parfois me concentrer pour ne pas perdre mon travail,
J'ai remarqué que ces histoires avaient un effet inattendu. Elles apportaient de la vie et de la chaleur dans un bureau souvent silencieux et monotone. Un après-midi, alors que je travaillais sur un projet complexe et stressant, Marc est venu me voir avec un sourire malicieux. Il a commencé à raconter comment il avait aidé un client très difficile dans son ancien emploi. Au début, j'ai senti ma patience s'amenuiser, mais peu à peu, j'ai été captivé par son récit. Il expliquait les gestes du client, ses paroles, même la façon dont il avait tapé du pied sur le sol. J'ai ri intérieurement, car c'était une situation que je n'aurais jamais imaginée. Et pourtant, il la rendait drôle et fascinante à la fois. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Marc parlait beaucoup, mais ses paroles étaient remplies d'enseignements. Ces histoires simples me montraient des aspects du travail que je ne voyais pas, des façons différentes de résoudre des problèmes et des manières de communiquer avec les autres. Chaque anecdote, même longue, était une leçon déguisée en récit. Un matin, j'ai décidé de participer activement à ces histoires. Au lieu de rester silencieux, j'ai posé des questions, ajouté mes propres expériences et raconté de petites anecdotes de mon quotidien. À ma grande surprise, nous avons commencé à rire ensemble, à partager des idées et même à trouver des solutions à certaines difficultés du bureau, simplement en discutant. Avec le temps, j'ai appris à apprécier son énergie et sa curiosité. Même si Marc parlait beaucoup, il avait une capacité unique, celle de transformer des moments ordinaires en situations intéressantes, de faire sourire ses collègues et de créer une atmosphère plus chaleureuse au travail. À la fin de cette période, j'ai réalisé quelque chose de très important. Le travail ne se limite pas aux tâches, aux rapports ou aux dossiers. Il y a aussi les relations, les échanges et les petites histoires qui rendent chaque journée plus humaine et plus agréable. Grâce à Marc, j'ai compris que même un collègue trop bavard peut devenir une source d'inspiration et d'apprentissage. Et que parfois, il suffit de changer de perspective pour apprécier pleinement ce que la vie professionnelle nous offre. Depuis ce jour, je travaille toujours avec le même sérieux, mais je souris plus souvent et j'ai développé une nouvelle patience. Je sais que chaque collègue, même celui qui parle trop, a quelque chose d'unique à partager et que chaque journée, même simple et ordinaire, peut devenir un peu plus magique si on prend le temps de l'écouter. Le voisin qui sortait toujours la nuit. Je me souviens très bien du moment où j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans mon immeuble. Car c'était une nuit calme d'automne où je n'arrivais pas à dormir et où le silence de la rue semblait presque trop parfait. Je vivais depuis plusieurs mois dans ce petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien, un endroit simple mais agréable où les voisins se montraient généralement discrets et où la vie suivait un rythme tranquille. Pourtant, cette nuit-là,
alors que je regardais distraitement la lumière jaune des lampadaires à travers ma fenêtre. J'ai entendu la porte de l'appartement d'à côté s'ouvrir très doucement, comme si la personne qui sortait ne voulait pas faire de bruit. Par curiosité, j'ai regardé par le judas de ma porte et j'ai aperçu mon voisin, un homme que je voyais rarement pendant la journée et dont je connaissais à peine le visage. Il portait un manteau sombre et un petit sac qu'il tenait fermement dans sa main. Puis, il a descendu les escaliers avec un pas calme et régulier avant de disparaître dans la nuit. Au début, je n'ai pas pensé que cela avait une grande importance, car beaucoup de personnes travaillent tard ou aiment simplement marcher la nuit pour réfléchir. Mais quelques jours plus tard, presque à la même heure, j'ai entendu exactement le même bruit. La porte qui s'ouvre lentement, les pas silencieux dans le couloir et le léger grincement des escaliers. Encore une fois, j'ai regardé par le judas et j'ai vu le même voisin sortir avec le même sac sombre. Cette fois, ma curiosité s'est intensifiée, car il y avait quelque chose dans sa manière de marcher qui semblait mystérieux, comme s'il avait une mission secrète ou une habitude très particulière. Les nuits suivantes, la même scène s'est répétée avec une régularité presque parfaite, si bien que j'ai commencé à attendre ce moment avec une attention étrange, comme si j'étais devenu le témoin silencieux d'une petite histoire que personne d'autre ne remarquait. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il travaillait pendant la nuit? Est-ce qu'il allait rencontrer quelqu'un? Ou bien est-ce qu'il cachait quelque chose que les autres voisins ne devaient pas savoir? Un soir, ma curiosité est devenue si forte que j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai attendu quelques secondes, puis je suis sorti discrètement de mon appartement pour descendre les escaliers à mon tour. Je voulais simplement voir où il allait. Quand je suis arrivé dans la rue, l'air était froid et presque personne ne marchait sur le trottoir. Au loin, j'ai aperçu mon voisin qui avançait lentement sous les lampadaires, toujours avec son petit sac sombre. Je l'ai suivi à distance, en essayant de rester discret. Il a continué à marcher pendant plusieurs minutes, puis il a tourné dans une rue plus calme, où les arbres formaient des ombres longues sur le sol. Finalement, il s'est arrêté devant un vieux bâtiment que je n'avais jamais vraiment remarqué auparavant. C'était une petite bibliothèque de quartier. Je suis resté caché derrière un arbre, observant la scène avec une grande surprise. Mon voisin a sorti une clé, il a ouvert la porte, puis il est entré tranquillement à l'intérieur. La lumière s'est allumée quelques secondes plus tard. Je suis resté là, immobile, avec une question qui tournait dans mon esprit. Pourquoi quelqu'un entrerait-il dans une bibliothèque au milieu de la nuit? Et surtout, que faisait-il exactement à l'intérieur? Pendant plusieurs jours, après cette découverte étrange,
Je n'ai pas réussi à oublier la lumière qui apparaissait chaque nuit dans la petite bibliothèque de la rue Calme. Chaque fois que je passais devant ce bâtiment pendant la journée, il semblait complètement normal, presque ordinaire, comme un endroit que personne ne regardait vraiment. Mais moi, je savais maintenant que quelque chose de différent se passait quand la ville dormait. Un soir, j'ai pris une décision simple mais importante. Au lieu de suivre mon voisin discrètement, j'allais simplement lui parler. Cette idée me rendait un peu nerveux, car je ne savais pas comment il allait réagir, mais ma curiosité était devenue plus forte que ma peur. La nuit suivante, quand j'ai entendu la porte de son appartement s'ouvrir, je suis sorti dans le couloir au même moment. Il a été légèrement surpris de me voir, mais son visage est demeuré calme. Je lui ai souri et j'ai dit, avec une certaine hésitation, que j'avais remarqué ses sorties nocturnes et que je me demandais simplement s'il travaillait la nuit. Pendant un court instant, il m'a regardé en silence, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait répondre. Puis, à ma grande surprise, il a souri doucement. Il m'a expliqué qu'il était bénévole dans cette petite bibliothèque depuis plusieurs années. Le bâtiment appartenait à la ville, mais il n'y avait presque plus de budget pour l'entretenir ou pour organiser des activités. Alors, chaque nuit, après son travail, il venait nettoyer les tables, réparer les vieux livres abîmés et préparer un petit coin de lecture pour les enfants du quartier. Il m'a raconté que beaucoup de familles ne pouvaient pas toujours acheter de livres et que certains enfants apprenaient à lire pour la première fois dans cet endroit simple. Le sac sombre qu'il portait contenait souvent des livres qu'il trouvait dans des marchés d'occasion ou que des amis lui offraient. Il les réparait patiemment avant de les placer sur les étagères. En l'écoutant parler, j'ai senti une petite honte apparaître en moi. Pendant plusieurs nuits, j'avais imaginé toutes sortes d'histoires mystérieuses, alors que la réalité était en fait beaucoup plus belle et beaucoup plus simple. Avant de partir vers la bibliothèque, il m'a demandé quelque chose qui m'a surpris. Il m'a demandé si j'aimais les livres. J'ai répondu que oui. Alors, il m'a proposé de venir voir l'endroit avec lui. Quand nous sommes entrés dans la bibliothèque, la pièce était petite mais chaleureuse, avec des lampes douces et des étagères pleines de livres de toutes les couleurs. Sur une table, plusieurs livres se trouvaient soigneusement rangés, comme s'ils attendaient qu'on vienne les feuilleter. À ce moment-là, j'ai compris que certaines histoires extraordinaires ne sont pas cachées dans des mystères compliqués. Parfois, elles existent simplement dans les gestes silencieux de quelqu'un qui veut rendre le monde un peu meilleur, une nuit à la fois. Conflit de voisinage. Je me souviens encore très clairement du moment où le conflit entre mes voisins a commencé. Parce que ce jour-là semblait être un jour tout à fait ordinaire dans notre petite rue tranquille.
C'était une rue où les maisons se ressemblent un peu et où les gens vivent souvent depuis longtemps, comme si le temps avançait plus doucement que dans le reste de la ville. Moi, je vis ici depuis presque 10 ans et pendant toutes ces années, j'ai appris à connaître les habitudes de presque tous les habitants du quartier. Le matin, certaines personnes sortent toujours promener leurs chiens, d'autres partent travailler très tôt, et quelques voisins aiment simplement rester devant leur maison pour regarder la rue et parler quelques minutes avec les passants. Parmi ces voisins, il y avait Monsieur Laurent, un homme d'environ 60 ans qui vivait dans la même maison depuis très longtemps. Il passait beaucoup de temps dans son jardin parce qu'il aimait planter des fleurs, couper les branches des arbres et garder son terrain propre et ordonné. Je l'ai souvent observé depuis ma fenêtre, car mon balcon donne directement sur son jardin et je voyais avec quel soin il travaillait la terre, comme si ce jardin représentait une partie très importante de sa vie. Pendant des années, tout était calme autour de sa maison, jusqu'au jour où un nouveau voisin s'est installé dans la maison voisine. Cet homme s'appelait Marc, et il semblait être un homme plus jeune, probablement dans la quarantaine, avec une énergie très différente de celle de Monsieur Laurent. Le jour de son arrivée, plusieurs voisins sont sortis pour regarder le camion de déménagement. Moi aussi, je regardais la scène depuis ma fenêtre avec une certaine curiosité, car dans un quartier calme comme le nôtre, l'arrivée d'un nouveau voisin est toujours un petit événement. Au début, Marc semblait très sympathique, car il souriait facilement et il disait bonjour aux gens qu'il rencontrait dans la rue. Et même Monsieur Laurent lui avait serré la main avec un petit sourire poli. Pendant quelques jours, tout semblait normal et je pensais que Marc allait simplement devenir un voisin de plus dans notre rue tranquille. Mais un samedi matin, très tôt, j'ai été réveillé par un bruit de marteau et de métal. Un bruit régulier qui venait clairement du jardin de Marc. Quand je suis sorti sur mon balcon pour voir ce qui se passait, j'ai découvert que Marc avait commencé à construire une grande clôture le long de son terrain. Au début, je n'ai pas pensé que cela pouvait créer un problème, car beaucoup de gens mettent des clôtures pour séparer leur jardin. Mais j'ai remarqué que la clôture avançait très près de la limite du jardin de Monsieur Laurent. Un peu plus tard dans la matinée, Monsieur Laurent est sorti de sa maison, probablement attiré par le bruit des outils, et il s'est arrêté devant la nouvelle construction avec un regard sérieux. Je pouvais voir, même à distance, que quelque chose n'allait pas lui plaire. Il s'est approché de Marc et ils ont commencé à parler. Au début, leur voix semblait calme, mais leurs gestes trahissaient déjà une certaine tension, car Monsieur Laurent pointait souvent la clôture du doigt, comme pour indiquer un problème précis. Marc, de son côté, semblait expliquer quelque chose avec assurance, comme un homme qui est convaincu d'avoir raison. Je ne pouvais pas entendre toutes les paroles, mais je comprenais que la discussion concernait la position exacte de la clôture.
Monsieur Laurent disait que la clôture était trop proche de son terrain et qu'elle prenait une petite partie de l'espace qui lui appartenait depuis des années. Marc répondait que selon les plans de sa propriété, tout était correct et qu'il avait le droit de construire à cet endroit. La conversation est devenue un peu plus tendue. Et même si les deux hommes essayaient encore de rester polis, je pouvais sentir que leur patience commençait à disparaître. Pendant les jours suivants, la construction de la clôture a continué, mais les discussions entre les deux voisins sont devenues plus fréquentes. Parfois, je les voyais parler devant leur jardin avec des visages fermés, et parfois, leur voix devenait assez forte pour que plusieurs voisins puissent entendre leur désaccord. Peu à peu, une petite distance est apparue entre les deux hommes, une distance invisible mais très réelle, comme si cette simple clôture de bois était devenue un symbole de leur conflit. Et moi, en observant toute cette situation depuis mon balcon, je commençais à comprendre que ce problème n'était plus seulement une question de terrain ou de clôture. C'était devenu une question de fierté, de respect et de territoire, et je sentais que cette histoire allait encore grandir, comme une petite étincelle qui peut devenir un grand feu si personne ne trouve rapidement une manière de l'éteindre. Après les premières disputes entre Marc et Monsieur Laurent, notre rue n'était plus tout à fait la même. Même si les maisons restaient immobiles et que les arbres continuaient à bouger doucement avec le vent, l'atmosphère entre les voisins avait changé d'une manière que tout le monde pouvait ressentir. Moi, qui observais souvent la rue depuis mon balcon, je remarquais que les deux hommes faisaient maintenant très attention à ne plus se croiser. C'était comme si chacun voulait éviter une nouvelle discussion qui pourrait facilement devenir une autre dispute. La clôture de Marc était maintenant presque terminée et elle séparait clairement les deux jardins. Mais au lieu d'apporter de la tranquillité, elle semblait avoir créé une frontière invisible entre deux hommes qui vivaient pourtant à quelques mètres l'un de l'autre. Chaque matin, Monsieur Laurent continuait à sortir dans son jardin pour arroser ses plantes et vérifier l'état de ses fleurs. Je pouvais cependant voir que son regard passait souvent vers la clôture avec une expression de mécontentement silencieux. Marc, de son côté, travaillait souvent dans son garage ou dans son jardin, et parfois il installait de nouvelles choses autour de sa maison, comme des lampes ou des outils de jardinage. Mais il évitait toujours de regarder directement vers le jardin de Monsieur Laurent. Les autres voisins avaient aussi remarqué la tension, et certaines personnes discutaient de cette situation avec un peu d'inquiétude. Dans notre quartier, les gens préféraient toujours résoudre les problèmes avec des discussions calmes, plutôt qu'avec des conflits qui durent longtemps. Un soir d'automne, alors que le ciel devenait plus sombre et que les feuilles des arbres tombaient lentement sur la rue, j'ai vu une scène qui m'a fait réfléchir. Monsieur Laurent était dans son jardin
avec un vieux râteau, en train de ramasser les feuilles qui couvraient le sol, et son travail semblait lent et fatigué, comme si ses pensées étaient ailleurs. À ce moment-là, Marc est sorti de sa maison et s'est arrêté près de la clôture. Pendant quelques instants, il est resté immobile, en regardant le jardin voisin, comme un homme qui réfléchit profondément avant de faire quelque chose d'important. Finalement, il a fait quelques pas vers la clôture et il a parlé. Sa voix n'était pas forte, mais elle était assez claire pour que M. Laurent l'entende. Marc a dit qu'il pensait souvent aux disputes des dernières semaines et qu'il regrettait que cette situation soit devenue si difficile entre eux. M. Laurent a continué à tenir son râteau pendant quelques secondes sans répondre, comme s'il pesait chaque mot dans son esprit. Puis, il a levé les yeux vers Marc et il a soupiré doucement. Il a expliqué que ce conflit lui avait causé beaucoup de frustration, parce qu'il avait toujours vécu dans cette rue avec de bonnes relations avec ses voisins, et il ne voulait pas finir ses années dans une atmosphère de colère et de tension. Les deux hommes sont restés silencieux un moment, mais ce silence n'était plus un silence de colère. C'était plutôt un silence de réflexion, comme si chacun réalisait que la situation avait été trop loin pour un problème qui, au début, semblait assez simple. Marc a finalement proposé une solution. Il a dit qu'il était prêt à déplacer légèrement une partie de la clôture pour éviter toute confusion sur la limite des terrains, même si cela demandait un peu de travail supplémentaire. Monsieur Laurent a regardé la clôture, puis il a regardé son jardin, et après un long moment, il a accepté la proposition avec un signe de tête lent. Ce n'était pas un grand geste dramatique, ni une réconciliation spectaculaire, mais c'était un petit pas vers la paix. Quelques jours plus tard, Marc a effectivement modifié la position d'une partie de la clôture, et les tensions ont commencé à disparaître peu à peu. Les salutations timides sont revenues dans la rue, et même si les deux hommes ne sont jamais devenus de grands amis, ils ont appris à vivre l'un à côté de l'autre avec respect. Moi, en regardant cette histoire se terminer lentement, j'ai compris quelque chose de simple, mais très important. Dans la vie de voisinage, les murs et les clôtures peuvent séparer les jardins. Mais ce sont toujours les paroles et les décisions des personnes qui déterminent si ces séparations deviennent des conflits ou simplement des limites tranquilles entre deux vies différentes qui continuent à avancer côte à côte. Le secret d'un collègue. Je me souviens très bien de mon collègue Julien. Il arrivait toujours au bureau avant tout le monde, quand la ville était encore calme et les rues presque vides. Chaque matin, je le voyais déjà assis à son bureau avec une tasse de café dans la main et un regard tranquille qui semblait observer le monde avec beaucoup de patience. La première fois que j'ai remarqué cette habitude,
Je pensais simplement qu'il était une personne très organisée, qui aimait commencer sa journée dans le silence du matin. Mais avec le temps, j'ai compris que ce moment calme était pour lui une manière de réfléchir à la vie et de préparer son esprit pour la longue journée de travail qui allait commencer. Julien n'était pas une personne qui parlait beaucoup, mais quand il parlait, ses phrases semblaient toujours calmes et réfléchies, comme si chaque mot avait été choisi avec soin. Cette manière de s'exprimer donnait souvent l'impression qu'il avait déjà beaucoup vécu et beaucoup appris de ses expériences. Un jour, pendant la pause du midi, nous étions assis près d'une grande fenêtre du bureau et nous regardions les passants marcher sous le vent froid de l'automne. C'est à ce moment-là que Julien a commencé à me raconter un peu de son passé et de la manière dont il avait découvert ce que signifie vraiment la vie adulte. Il m'a expliqué qu'à 20 ans, il était très différent de la personne que je connaissais aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, il pensait que la vie adulte était une sorte de compétition permanente. Chacun devait courir plus vite que les autres pour réussir, gagner beaucoup d'argent et montrer au monde entier qu'il était capable de devenir quelqu'un d'important. Dans ces années-là, il travaillait énormément, parfois très tard le soir, et il croyait que le travail et la réussite professionnelle étaient les choses les plus importantes dans la vie. Mais il a compris plus tard que cette vision était un peu trop simple pour expliquer la complexité de l'existence humaine. Il m'a raconté qu'un soir, après une journée particulièrement difficile, où presque tout semblait aller mal, il marchait seul dans une rue silencieuse. Il a alors commencé à se demander pourquoi il courait toujours après quelque chose qui semblait s'éloigner chaque fois qu'il pensait l'avoir atteint. Cette question simple a lentement commencé à changer sa manière de penser, parce qu'il a réalisé que beaucoup de personnes autour de lui vivaient la même situation. Elles travaillaient beaucoup et cherchaient le succès sans toujours savoir pourquoi elles le faisaient vraiment. Pendant que Julien me racontait tout cela, je remarquais que son visage restait calme. Mais dans sa voix, il y avait une sorte de sincérité profonde qui montrait que ses réflexions provenaient d'expériences réelles et non simplement d'idées abstraites. À ce moment-là, j'ai compris que mon collègue, qui semblait parfois silencieux et discret dans le bureau, avait en réalité une histoire intérieure beaucoup plus riche et plus intéressante que ce que j'avais imaginé au début. Et tandis que les minutes passaient et que la pause du midi arrivait lentement à sa fin, j'ai eu l'impression que cette conversation simple avec Julien allait peut-être changer ma manière de comprendre la vie adulte. Elle allait aussi me faire réfléchir aux choix que nous faisons chaque jour sans toujours penser profondément à leur véritable sens. Après ce moment de silence près de la fenêtre, Julien a continué son histoire avec la même voix calme, et j'avais l'impression qu'il ouvrait lentement une porte vers une partie de sa vie que peu de personnes connaissaient réellement.
Il m'a expliqué qu'après plusieurs années de travail intense et de décisions parfois difficiles, il avait commencé à ressentir une grande fatigue intérieure. C'était comme si son esprit lui demandait doucement de s'arrêter un moment pour réfléchir à la direction qu'il avait choisie dans sa vie d'adulte. Pendant longtemps, il croyait que le bonheur allait arriver naturellement après chaque réussite importante, après chaque promotion au travail ou après chaque objectif atteint. Mais il a découvert que ces moments de satisfaction étaient souvent très courts et qu'ils disparaissaient rapidement, laissant de nouveau la même question dans son esprit. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur la ville et que les rues étaient presque silencieuses, Julien est entré dans un petit café. Il n'y avait que quelques personnes assises autour des tables, chacune plongée dans ses propres pensées. Il s'est assis près de la fenêtre avec une tasse de thé chaud. Et pendant un long moment, il a simplement observé les gens autour de lui, sans rien dire. Et peu à peu, il a commencé à remarquer quelque chose de très simple, mais aussi très profond. Chaque personne dans ce café semblait vivre dans son propre monde intérieur, avec ses espoirs, ses inquiétudes, ses rêves et parfois aussi ses regrets. Julien a soudain compris que la vie adulte n'était pas une grande compétition où les gens se battent pour être meilleurs que les autres. C'était plutôt un long chemin où chacun essaie simplement de trouver un peu de paix et de sens dans sa propre existence. Cette idée, qui semblait très simple au début, a lentement changé sa manière de voir le monde et les personnes autour de lui, parce qu'il a commencé à regarder les autres avec plus de patience et plus de compréhension. Quand Julien m'a raconté tout cela, la lumière de l'après-midi entrait doucement dans le bureau et les bruits du travail recommençaient autour de nous. J'avais pourtant l'impression que le temps s'était un peu arrêté pendant qu'il partageait cette partie de son histoire. À la fin de son récit, il a simplement souri avec modestie et m'a dit que la vie adulte reste toujours un apprentissage. Personne ne comprend tout immédiatement, mais chacun peut apprendre petit à petit à vivre avec plus de calme, plus de patience et un peu plus de sagesse. Depuis ce jour-là, chaque matin, quand je vois Julien arriver tôt au bureau avec son café et son regard tranquille, je me rappelle cette conversation. Je comprends que derrière les habitudes simples d'une personne se cache parfois toute une histoire faite d'expériences, d'erreurs et de découvertes silencieuses.